l'avant-dernière conférence de la journée avec la société Kevlar, représentée par Hamza Saya sur ma droite, qui vient venir nous parler de la cybersécurité défensive à l'heure de l'intelligence artificielle. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Je suis Hamza, le CTO de Kevlar. On construit des agents autonomes qui traitent des alertes de cybersécurité. Donc aujourd'hui, dans les grandes organisations, il y a ce qu'on appelle un SOC. Ce sont des équipes qui reçoivent des alertes de cybersécurité et qui les investiguent. Et ce travail est souvent fait de manière manuelle ou alors il est automatisé manuellement. Et chez Kevlar, nous avons la conviction qu'avec les technologies modernes d'intelligence artificielle, ou ce que l'on appelle plus techniquement les LLM, il y a des grandes avancées à faire du côté de cette automatisation. Et donc cette présentation en particulier va parler d'un aspect particulier sur lequel ces technologies ont un impact, c'est le scaling. Et donc nous allons voir cela sous l'angle du phishing. Dans une présentation où nous allons commencer par parler de la partie offensive et l'impact de l'IA générative sur la partie offensive, et ensuite une démo de Kevlar pour montrer comment l'IA générative et l'intelligence artificielle dans son avancée récente permet de scaler tout ça. Donc voilà, au début, nous allons parler de pourquoi les LLM sont une opportunité pour les hackers aujourd'hui dans le cadre du phishing. Et ensuite, nous allons parler de comment les Blue Teams ou les SOC peuvent utiliser l'IA aujourd'hui pour contrecarrer ces attaques qui sont de plus en plus sophistiquées et de plus en plus scalables. Donc commençons par la partie cybersécurité offensive. Avant, pour envoyer un mail de phishing, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une mailing list et le hacker écrivait un mail qu'il envoyait de manière massive à énormément de personnes. Et ensuite, souvent, ces personnes vont soit cliquer sur un lien ou télécharger un fichier, ou alors il va devoir y avoir une interaction. Et à ce moment-là, c'est peu automatisable et donc c'est un humain qui va prendre la main pour faire arriver la cible à une certaine situation où elle va télécharger quelque chose ou cliquer sur quelque chose ou payer quelque chose. Et donc, le début paraît scalable, mais ce qui se passe après, donc l'interaction, l'était beaucoup moins. Et aujourd'hui, avec les LLM, et en particulier ChatGPT, on voit qu'avec ChatGPT, on peut chatter, interagir, échanger. Et donc, il interagit presque comme un humain. Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que ces mails de phishing peuvent être de plus en plus personnalisé, et donc on ne va pas envoyer le même mail à tout le monde, mais plutôt un mail personnalisé à chaque personne. Mais en plus de cela, comme les LLM maîtrisent de plus en plus le langage naturel, on peut imaginer des robots qui reprennent la main et qui échangent avec la personne de manière extrêmement persuasive, extrêmement naturelle, de façon à la faire passer à une situation où elle est amenée à cliquer sur une URL, à télécharger un fichier ou à payer quelque chose. Donc, nous pouvons imaginer un exemple ici où le hacker peut scraper une grande base de données de personnes sur LinkedIn et avoir leurs informations, des informations très précises sur leur parcours, leur poste, leurs responsabilités, etc. Et ensuite, pour chacune des personnes, avec un prompt somme toute très simple et qui peut être écrit par n'importe qui, faire un mail qui est extrêmement personnalisé pour chaque personne. Donc ici, dans un premier exemple, où avec le même prompt, on peut obtenir deux emails différents.
pour deux personnes différentes. Donc ici, pour Sophia, qui travaille dans le domaine de la finance, le LLM va pousser Sophia à télécharger un fichier Excel qui est lié à la finance. Et donc là, on peut voir que dans le mail, c'est un mail qui est extrêmement personnalisé et qui est très orienté sur le rôle de Sophia dans son organisation. D'un autre côté, on peut imaginer un autre mail pour Mathieu, qui pour le coup est francophone, et donc le mail sera écrit en français. Et donc ça, c'est un premier niveau de personnalisation. Mais en plus, comme on sait que Mathieu travaille dans le RH, bah, on va lui envoyer cet Excel, mais sous une forme complètement différente. Et donc, pour revenir à l'exemple de Sophia, Sophia peut répondre à Patrick, qui est en fait le LLM, et ensuite Patrick peut répondre à Sophia d'une manière extrêmement personnalisée, et ensuite jusqu'à ce qu'il persuade Sophia de vouloir recevoir l'Excel en question. Donc voilà, ici Sophia demande des questions, le LLM répond de manière persuasive. Et ici on peut voir qu'avec des très très simple, on peut arriver à un agent qui interagit de manière extrêmement naturelle avec l'humain et qui est de manière scalable. C'est-à-dire que si nous avons 1000 humains en face, nous n'avons pas besoin d'avoir 100 personnes ou 1000 personnes qui échangent avec ces humains en parallèle, mais remplacer ces personnes avec des agents complètement artificiels qui ont une grande maîtrise du langage naturel. Voilà. Donc ici, nous avons parlé de la partie offensive et donc Sophia, finalement, comme vous pouvez le voir ici, accepté de recevoir l'information pour la commenter. Et maintenant, on va parler de la partie défensive. Donc, comme Sophia va recevoir un fichier qui est malicieux, ben, on peut imaginer que cet email va remonter une alerte dans le SOC de l'entreprise A où Sophia travaille. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe dans les SOC, c'est que soit cette alerte de phishing va être traitée de manière manuelle et donc nous allons scanner le contenu, nous allons scanner les fichiers, nous allons essayer de comprendre qui est Patrick, est-ce que Patrick est un employé de la boîte, est-ce que son compte a été compromis. Et donc il y a beaucoup de choses qui vont être faites de manière très très manuelle. Ou alors on peut imaginer qu'il y a des playbooks qui ont déjà été développés par le SOC en question. Mais ces playbooks ont demandé du travail humain d'une personne qui a beaucoup d'expertise en cybersécurité, qui a beaucoup de recul sur l'organisation et qui a pu, avec ça, développer un playbook pour automatiser une partie de l'investigation. Ça, c'est donc beaucoup de travail, mais en plus, la présence même de ce playbook codé de cette manière très très déterministe demande une maintenance qui elle-même demande beaucoup de travail. Donc ça, c'est l'état actuel des SOC. Chez Kevlar, nous voulons créer des agents autonomes qui prennent en entrée des alertes, qui ont accès à différents outils, que ce soit internes à l'entreprise ou externes, donc des outils qui vont nous permettre de connaître la réputation de différents éléments des alertes. Dans le cas de cet email, nous pouvons aller chercher le domaine du sender, nous pouvons aller chercher la réputation des fichiers, nous pouvons sandboxer des URL, des fichiers, etc. Et la manière d'un être humain. Et donc ces agents autonomes reçoivent des alertes, ont accès aux différents outils, les utilisent pour à la fin sortir un rapport qui contient ce que l'agent a pu comprendre de l'investigation, donc un résumé de l'incident, un score de la dangerosité de l'alerte, et donc ce score va nous dire si l'alerte est un vrai problème ou alors si c'est plutôt ce qu'on appelle un faux positif ou une alerte safe. Mais en plus de ça, nous pouvons avoir
de remédiation dans le cas de vrai positif. Et cette IA est complètement traçable dans le sens où un humain peut complètement auditer toutes les actions que l'IA a faites pour comprendre ce qui l'a mené à ces conclusions, pour savoir quelles actions ont été plutôt alarmantes pour elle et quelles actions l'ont plutôt poussé à considérer que l'alerte était un faux positif. Donc ici, j'ai préparé une petite démo qui est personnalisée à notre cas. Je ne sais pas si elle est très lisible. Non. Bah, du coup, je vais la commenter oralement. Donc ici, au début, nous avons une alerte qui arrive. Donc l'alerte qui dit que un certain Patrick a envoyé à Sophia un email qui contient une macro Excel qui est visiblement de mauvaise réputation. Et donc c'est une alerte qui contient l'email du sender, l'email de Sophia qui a reçu le mail et le sujet de l'email et l'adresse SMTP du sender. Donc c'est une alerte qui ne contient pas beaucoup d'informations et qui ressemble à ce qu'un SOC pourrait recevoir. Et donc ici, l'IA a accès à différents outils à travers différentes actions et nous allons voir comment elle va interagir. Donc il y a 3 étapes. La première étape, c'est la lecture de l'information. La deuxième étape, c'est l'interprétation de cette information. Et la troisième étape, c'est dire ce que l'IA... C'est un recommandeur système qui dit quelle est la prochaine action la plus logique à prendre, sachant où en est l'investigation à ce moment-là. Donc au début, nous n'avons que l'alerte. Et donc l'IA commente que l'alerte et dit qu'il y a un potentiel email malicieux qui a été reçu. Et comme première action, elle décide d'aller chercher cet email dans les logs du mail server. Et donc ici, on peut voir en vert le résultat de cette recherche. Et donc on voit le mail exact qui a été envoyé. Donc nous avons une nouvelle donnée. Donc toujours, première étape, c'est lire l'email et le comprendre. Et deuxième étape, quelle est la prochaine action à faire? Et donc l'IA dit que le mail semble très réaliste et en plus il a été envoyé par un employé de la même entreprise. Et donc ce que ça veut dire que ça pousse l'IA dans le bon sens, où c'est plutôt neutre dans ce cas-là. Donc chaque action est labellisée avec un label soit malicieux, soit safe, soit neutre dans le cas où le résultat d'une action n'a poussé l'IA dans aucune direction. Donc ensuite, comme dans cet email il y a un fichier, la next step la plus logique, c'est de unzip ce fichier, donc de dézipper ce fichier et de voir ce qu'il contient. Et donc c'est un fichier qui contient 3 fichiers, comme on peut le voir. Donc l'IA l'a dézippé. Donc c'est 2 DLL et un fichier Excel, comme ce qui a été dit dans le mail. Et donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est hacher les 3 fichiers. Donc ici, comme on peut le voir, l'IA prend chacun des 3 fichiers qu'elle a trouvés dans le zip pour les hacher. Et donc, ce que ça permet, ça permet de chercher ces fichiers dans des bases de données de CTI, notamment dans VirusTotal. Donc ici, comme on peut le voir, l'IA va aller chercher ces 3 fichiers sur VirusTotal. Donc elle commence par le premier DLL. Et on peut voir ici que c'est un fichier qui a été tagué à 11 reprises comme malicieux. Et donc l'IA commente que c'est un fichier qui semble malicieux. Et donc pour la première fois, c'est une action qui va pousser l'IA à penser que l'alerte est réellement malicieuse. Et donc comme on peut le voir en rouge, le sentiment lié à cette action est négatif. Donc ensuite, on passe au deuxième fichier DLL et qu'on cherche sur VirusTotal. Et de la même manière, on voit qu'il est à 10 reprises tagué comme malicieux par 10 différents vendors. Et donc encore une fois, c'est malicieux et l'IA commence de plus en plus à considérer le vrai positif.
Et enfin, on passe au fichier Excel qui est lui aussi tagué comme malicieux par 38 vendeurs sur VirusTotal. Et donc, encore une fois, nous avons une action qui pousse l'IA à penser que l'alerte est réellement malicieuse. Donc, maintenant, nous pouvons être assez sûrs que nous faisons face à une réelle menace. Ce qui se passe ensuite, c'est comprendre à quel point cette menace est allée loin. Donc, c'est une investigation qui est beaucoup plus poussée. Donc, pour comprendre ça, nous allons commencer par sandboxer ce fichier Excel et savoir comment il se comporte une fois qu'il a été ouvert. Et donc ça, c'est l'action la plus logique selon l'IA à faire. Et donc ici, quand on sandbox le fichier, on peut voir qu'il communique avec 3 URL via HTTP, qu'il y a un trafic vers 2 IP et qu'il exécute 2 commandes shell pour notamment exécuter les 2 fichiers DLL. Donc voilà, nous avons caractérisé le comportement de ce fichier et nous avons notamment trouvé 2 adresses IP que l'IA veut mieux connaître. Et donc, elle va aller les chercher dans des bases de CTI. Ici, comme on peut le voir, elle est allée chercher sur VirusTotal, sur Big Data Cloud, sur Abuse IPDB. Et donc, on voit que c'est tagué à une reprise. La première adresse IP est taguée à une reprise comme malicieuse, ce qui continue à confirmer, mais elle n'est pas très, très connue. De la même manière, la deuxième adresse IP est taguée à une reprise comme malicieuse, et donc ce n'est pas une adresse IP très connue, mais elle a été quand même taguée une fois comme malicieuse. Donc maintenant, on sait que ces 2 adresses IP avec lesquelles le fichier communique où elles sont localisées, quelle est leur réputation, etc. Maintenant, on va passer à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, on va commencer à chercher dans les logs ces 2 adresses IP pour voir quelles sont les différentes machines qui ont communiqué avec elles. Donc, on cherche la première adresse IP dans les logs et on voit qu'il y a une machine qui a communiqué avec cette adresse IP dans les logs de proxy. Et on voit que c'était pour requêter une URL, que c'est une commande get qui est venue d'un process Excel et qui a été allowed, donc qui n'a pas été interdite. On cherche la deuxième adresse IP dans les logs de proxy et on voit que cette même adresse IP interne a communiqué avec la deuxième adresse IP. Et donc on peut commencer à soupçonner que le propriétaire de cette machine a ouvert ce fichier Excel, puisque le comportement de ce fichier Excel, c'est de communiquer avec ces 2 adresses IP. Et on a vu dans les logs de proxy qu'il y a eu ces communications. Donc l'étape d'après, c'est d'aller chercher plus de détails dans cette machine. Donc on va aller chercher son historique de terminal et on voit dans son historique de terminal que les 2 command lines ont été exécutés comme on l'a vu en sandboxant. Et ensuite, on va voir les historiques de process. Et donc là, il y a énormément de process. Mais comme c'est une IA qui lit du texte, nous pouvons voir que nous pouvons retrouver nos 2 fichiers DLL avec le process reg SVR32 comme nous l'avons vu dans la sandbox. Et on peut voir que le parent du process reg SVR, c'est Excel. Et donc, ça nous confirme d'autant plus que cette personne a été compromise par ce fichier Excel, ou en tout cas qu'elle l'a ouvert et que le fichier Excel a pu se comporter comme nous l'avons vu dans la sandbox. Et donc, là, c'est l'investigation finie et nous pouvons voir que l'outcome est un vrai positif. Et donc, toutes ces actions ont été exécutées sans que l'on définisse un playbook, sans qu'un humain dise qu'il faut faire ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. C'est un moteur d'investigation qui a lui-même orchestré ces différentes actions, qui les a interprétées une à une et qui, à la fin, a décidé que l'alerte était une réelle menace et qu'il fallait l'investiguer. Donc, suite à cette investigation qui est profonde, Kevlar a une plateforme où nous pouvons voir différents rapports d'investigation. Donc, comme je vous l'ai dit avant, ici j'ai mis cet exemple.
nous avons un incident overview, donc un résumé de l'incident tel qu'il a été compris par l'IA. Nous avons les différents indicateurs malicieux qui nous poussent à penser que cette alerte est un vrai positif. Pour la traçabilité, nous avons les différentes actions avec les insights qu'on en a extraits et le label de sentiment. Donc ici, harmful, ça veut dire que c'est une action qui nous a poussé à penser que c'est un vrai positif. Et sinon, pour la première action, nous pouvons voir que le label associé est safe. Je vais avancer un peu. Voilà. Et à la fin, nous avons des recommandations de next step d'investigation. Et donc ça, c'est quand l'IA n'a pas accès à des sources de données ou qu'elle pense que l'humain devrait aller plus loin dans l'investigation. Nous avons une liste de recommandations pour les prochaines étapes et des recommandations de remédiation. Et donc dans ce cas-là, le fait d'isoler la machine dans le network, de supprimer l'email, d'update l'antivirus et puis d'informer la personne qu'elle a été compromise par ce fichier. Donc ça, c'est le rapport de Kevlar. Et voilà, j'ai fini la démo. Je vous remercie pour votre attention et attends vos questions. Merci. Merci pour votre conférence, Hamza. Nous allons effectivement passer à la séance de questions-réponses. Auriez-vous une question dans le public? Levez la main afin que l'on puisse venir vous passer un micro. Oui, j'ai une question ici au premier rang. Merci. Bonjour, c'est l'application SaaS, j'imagine. Oui, c'est une application SaaS que nous pouvons également déployer en premise. D'accord. Et du coup, vous parliez qu'elle s'interfaçait avec certains, genre Virus Total ou des, je voyais je sais pas quoi, Sentinel One, etc. Ouais. Mais si on n'a pas ces outils-là, c'est pas gênant. Vous interfacez avec différents outils en fait, ou spécialement certains outils. Aujourd'hui, nous construisons des connecteurs pour différents outils. Et donc, nous sommes dans une approche assez opportuniste dans le sens où si nos clients ont besoin qu'on s'interface avec leurs propres outils, nous faisons le travail pour s'interfacer avec leurs propres outils. Dans notre vision, nous voulons être stack agnostique. Et donc, l'intérêt de Kevlar, c'est justement d'avoir toute cette vue agnostique et toute cette vue holistique sur les différents outils du client en question. D'accord. Donc, en fait, excusez-moi, je garde le micro, mais j'ai des questions. Donc, du coup, ça peut s'interfacer même aussi avec Office 365 par rapport aux mails reçus, etc. En fait. Excusez-moi. Donc, ça peut s'interfacer avec Office 365 pour tout ce qui est, mettons, si on veut scanner les différents mails reçus, etc. Parfaitement. Et en fait, l'IA va générer un enfin, comment dire, vous parliez d'alerte tout à l'heure. Les alertes, c'est directement automatiquement géré par l'IA ou il faut faire une sorte de attention, ce mail me paraît bizarre, pas une alerte phishing directement dans Office par exemple. Nous ne construisons pas un outil de détection, mais un outil post-détection. Donc il faut qu'il y ait une alerte et Kevlar se branche par-dessus pour faire l'investigation jusqu'au bout, savoir si l'alerte est réellement malicieuse et savoir à quel point il y a eu compromission. Ouais, donc il faut déjà une intervention humaine au départ pour dire attention, ça me paraît bizarre, pour que Kevlar puisse attaquer, quoi. Enfin attaquer, façon de parler, peut agir. Ou alors une règle de détection, ou alors un outil qui permet de remonter des alertes de cybersécurité. Dans le cas du phishing, effectivement, bien des fois les gens transfèrent leurs emails au SOC et dans ce cas-là, ça crée une alerte aussi. D'accord, merci. Merci à vous.